Souleymani. Alors peut-être une ultime accélération pour tenter quelque chose. Souleymani donne le tourner à son adversaire qui peut centrer. La tête de Haroun, Samé. Quand j'étais petit, je me souviens toujours avoir dit à ma mère biologique que je voulais faire du foot. Mais je veux pas être un joueur de foot du dimanche. Julien Moret, je suis journaliste pour K-Media et Corner Magazine. Nsamé, il a remporté 6 titres de champion de Suisse avec Young Boys, 2 coupes de Suisse, il a terminé 3 fois meilleur buteur du championnat de Suisse et il a été élu 2 fois meilleur joueur du championnat de Suisse. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a joué 5 saisons et il a mis 140 goals. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente, 140 goals dans la meilleure équipe de Suisse. C'est un joueur qui est légendaire pour le championnat suisse. Il est le 2e buteur de tous les temps, après Eugen Meyer, dans les années 50, mais qui, lui, a mis 180 goals, mais en 14 ans. Lui, il en a mis 140 en 5 ans. Pour tous les supporters de Young Boys, c'est une légende vivante du club. Cette fin en queue de poisson, un peu, elle est dommage pour tout le monde, et lui, il n'a pas eu la sortie qu'il aurait dû avoir. En fait, à IB, je pouvais pas aller plus haut. Et j'ai tout accompli. Tout. T'es dans un endroit où les gens ne veulent pas que tu y sois, finalement. T'as l'impression de déranger. Parce qu'ils veulent partir sur autre chose et que toi, tu bloques un peu tout, tu vois. Il va comprendre qu'il ne pourra pas partir en Suisse. Et il va prendre cette décision de rejoindre l'Italie et Com. Fin de la très belle histoire entre Jean-Pierre Nsamé et IB. L'attaquant quitte le club bernois, il rejoindra Com en Serie B. Era nell'aria da qualche giorno, ma ora è ufficiale. Il Como 1907 ha annunciato l'arrivo dell'attaccante camerunense Jean-Pierre Nsamé dallo Young Boys Berna. C'est un petit club, une ville relativement petite qui n'a pas énormément de moyens, qui va souffrir du fait qu'elle est située à côté de Milan. C'est un club qui a connu ses années de gloire dans les années 80, qui évolue en Serie A. C'est un club qui a été rétrogradé au début des années 2000 et qui, depuis, a vécu des années un peu plus compliquées. C'est une équipe, au moment où elle va chercher Jean-Pierre Nsamé, elle a des nouveaux propriétaires et donc elle veut investir massivement pour aller chercher la Serie A. En fait, le fait de retourner à l'étranger, en Italie, pour être dans un projet, et là, c'est pas de la Serie A, mais c'est plus de la Série B, tu vois, ça me donne en fait quelque chose à aller chercher. Des transferts en hiver, c'est toujours très compliqué. C'est difficilement explicable finalement pourquoi Nsamé n'a pas réussi à jouer et à s'imposer à Com. Le fait de devoir quitter la Suisse, là où peut-être lui aurait aimé rester en Suisse, dans une équipe qui finalement tourne plutôt bien parce qu'elle est en Série B, mais elle est engagée dans la lutte à la promotion en Série A. Daniel Romano, journaliste à Blue Sport. Le discours est souvent le même, c'est que c'est difficile d'aller s'imposer en Italie. Il marque pas de but, il est très peu utilisé. Et je pense finalement que ce qui a été difficile, c'est que je suis pas certain qu'il ait à un moment donné vraiment eu sa chance de montrer ce qu'ils avaient à faire. Finalement, il quitte l'Italie et puis il va signer en Pologne l'été qui suit. Quand j'étais petit, je me souviens toujours avoir dit à ma mère biologique que je voulais faire du foot. Enfin, je pense même pas que je lui avais dit, c'est qu'elle a compris tout de suite que je voulais faire du foot. Parce qu'elle me dit qu'à
À 9 mois, j'ai marché parce qu'il y avait un ballon devant moi. Très jeune, il va rejoindre la France, s'éloigner de sa famille biologique. Il va vivre un peu la réalité que vivent de nombreux jeunes en France qui vivent un peu dans les quartiers populaires et qui aiment le foot. C'est s'accrocher, croire à son rêve. C'est comme si j'étais dans un environnement où tout était contre moi, mais il fallait que j'avance quand même. Mon père voulait pas que je fasse du foot, mais je vais faire du foot. Tu vois, il veut pas que j'aille au foot, mais je vais aller au foot quand même. Connaître des clubs où il y a beaucoup de talent, où il n'y a peut-être pas la structure et les installations dignes des plus grands clubs, et puis il va suivre ce parcours-là. Donc il a une carrière où dès le départ, il passe par des chemins peut-être plus compliqués que la voie générale, je dirais. Et en fait, plus j'avançais, et plus je définissais clairement en fait quel joueur de foot je voulais être. C'est aussi grâce à ça, à quelque part, qu'il atterrit en Suisse, parce que finalement, un joueur de national, ou en tout cas un joueur qui a pu montrer son niveau au championnat national, donc la 3e division française, que Servette va avoir les moyens d'aller le chercher. Puis l'histoire, elle commence comme ça. Tout au départ, en fait, c'est Anthony Breza. En 2016, il était un des 3 entraîneurs du Servette qui, par son propre agent, connaissait Jean-Pierre. Servette, c'est un club qui est assez habitué à aller chercher des joueurs en France, avec quand même pas mal de réussite. Ils ont une bonne cellule de recrutement, même si à cette époque, c'est pas le Servette qu'on voit aujourd'hui. Le Servette en faillite, la justice genevoise a mis un terme à la saga du club ce matin. C'est 115 ans d'histoire qui s'achèvent ce soir. Bonne nouvelle pour le Servette FC, le club de football genevois n'est plus menacé de faillite selon les dires de la justice genevoise. Il m'appelle pour me dire la semaine prochaine, il faudra que tu sois en Suisse. Le président m'avait demandé d'accueillir Jean-Pierre à la gare. J'arrive à la gare et je croise mon ami, le loup blanc, Christian Lanza. C'est la première personne que je vois. En plus avec sa chevelure toute blanche, etc. Il m'a accueilli avec un grand sourire. Je l'ai vu arriver, un grand gaillard d'1m90, avec sa casquette à l'envers, son sac de sport. Tu sais, il me fait un câlin, tout ça. Je dis, ils sont chelous les Suisses. Je l'ai beaucoup accompagné les premiers jours. Je suis allé avec lui aux entraînements. J'étais un petit peu son mentor. De ce moment-là, en fait, lui et moi, en fait, on s'est liés d'amitié, et aussi une affection aussi particulière. Et cette amitié, elle dure encore. Il m'appelle extrêmement souvent. Vraiment, il a confiance en moi et moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il a fait la semaine avec les autres. Tout de suite, on a vu son influence sur le jeu, sa puissance, son sens du goal. C'était patent, donc c'était une chance incroyable. Moi, du premier entraînement, je suis allé parler au coach, je suis fait non, mais lui, il faut le faire signer tout de suite. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, on a vu. Donc je pense que voilà, ça s'est fait assez rapidement. Et à la fin de la semaine, il fallait prendre la décision, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas. Donc moi, j'étais là, au bord du terrain, avec Didier Fischer et Alain Studer, qui faisait partie du comité. Ils hésitaient, et puis à un moment donné, Didier Fischer a levé le menton vers moi, il m'a dit, le loup blanc, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, mais vous avez vu, cet entraînement, rien que cet entraînement. Il a mis 5 goals, il coupe au premier poteau, il est bon de la tête, on n'a pas de joueur comme ça. Bien sûr qu'il faut le prendre. Fischer m'a dit, ben on verra, on le prend, ok, je t'écoute, mais on verra. Dans 10 matchs, je reviendrai vers toi, puis on verra combien de goals il a marqué. Et comme 10 matchs après, il avait mis 8 goals, Fischer n'est pas revenu vers moi, mais il était content de l'avoir engagé. 23 août 2016, Servette signe enfin l'attaquant qu'il recherchait. Après une semaine à l'essai, Jean-Pierre Nsamé reste donc dans la cité de Calvin en Challenge League. Au moment où il arrive, c'est un joueur qui a faim.
Et l'adaptation, elle se fait très bien. Il arrive dans un environnement qui, je pense, est sain. C'est un club qui est en 2e division, mais qui se reconstruit. Tout de suite, il s'est mis à marquer. C'est une machine à marquer, hein, Nsame. C'est incroyable. Servette, c'est une équipe qui est capable de se créer beaucoup d'occasions à ce moment-là, mais qui n'est pas capable de les mettre au fond. Et lui, en fait, c'est vraiment la pierre qui manque en fait à tout l'édifice qui est autour. J'avais une ligne derrière moi, une ligne offensive derrière moi, où les mecs ils jouaient pour moi. C'est pas qu'on jouait pour lui, c'est qu'en fait on savait que la victoire elle allait passer par lui. Parce que les buts, on savait que si lui tu le mettais dans une bonne position, il allait marquer les buts. C'est pour ça aussi que la saison elle va parfaitement se dérouler pour lui et pour le club aussi, même si ils finissent pas en Super League, mais ils terminent 3e. Et ouais, il arrêtait pas de marquer. C'était but sur but sur but sur but, et puis ça a changé l'équipe. Il est arrivé, il a marqué, ça l'a tout de suite mis en pleine confiance. Et pour un attaquant, on sait qu'à partir du moment où il est en confiance, c'est clair que les buts ils s'enchaînent. Le Pogam échappe à Feliti, le centre de l'Opogam. Vitkeviez encore pour anticiper Kaufmann Nsame. Vitkeviez Nsame goal. 2e minute et déjà un but d'avance pour Servette sur sa pelouse face à Chiasso. Et les présentations sont faites. Nom Nsame, prénom Jean-Pierre, profession buteur. Premier goal en Suisse pour l'attaquant arrivé en provenance d'Angers. Et donc quand ça arrive, le Chiasso où je marque le premier but, donc là, tu vois, je me sens tout de suite déjà un peu mieux. Je dis bon, ça commence bien. Après, quand le triplé il arrive, je pense que définitivement, j'ai mis tout le monde d'accord. Vitkeviez de la poitrine pour amortir et proposer un bon centre pour Nsame qui plonge et c'est goal. Vitkeviez qui peut glisser à Nsame, c'est trop facile. Et c'est 5-0 pour Servette. Passe dans la course d'Nsame qui contrôle. Ah, il est peut-être un peu excentré. Oh la frappe. Ça fait 6. 6-1. Triplé de Jean-Pierre Nsame. 4e but en 2 matchs de championnat. Chaque fois qu'il marquait, ça me faisait quelque chose au cœur. Parce que c'était un peu comme mon fils, ou je sais pas, il y avait une relation très proche. Donc, te sortir un but comme ça, tu me prends de court, non, je vois pas. Mais il y en a eu tellement, et des très importants, que, ouais, c'était génial. Chaque fois qu'il marquait, j'explosais de joie intérieurement. Il termine aussi bien qu'il l'a commencé. Il marque 23 buts durant cette saison-là. Il y a des intérêts qui arrivent, il y en avait déjà des intérêts durant le mercato hivernal. Au mois de janvier, je reçois des offres. J'ai une offre de Saint-Gall au mois de janvier, mais pour l'été. Et comme j'ai une clause dans mon contrat avec Servette, que si je joue 18 matchs ou 19, mon contrat se prolonge d'1 an. Donc si je signe à Saint-Gall, il ne faut pas que je joue 18 matchs. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis allé voir Servette. Je leur ai dit, écoutez, parce que vous m'avez tendu la main en me donnant la possibilité de jouer, je vais activer la clause. Je vais jouer jusqu'à la fin de la saison parce que je veux que vous preniez de l'argent sur mon transfert. C'est ma manière de vous dire merci. Et je leur dis déjà 6 mois avant que s'il y a une offre qui arrive en été, je pars. Donc ils ont 6 mois d'avance pour trouver un remplaçant. Et puis forcément, pour un joueur relativement jeune qui brille en 2e division, la Super League elle est à l'affût. Il y a de nombreux clubs, dont les 2 principaux clubs de Super League, ou du moins les 2 plus grands clubs à cette époque-là de Super League, à savoir Bâle et Young Boys. Bâle arrive, j'écoute. Young Boys, ils me demandaient rendez-vous, tout ça. Moi, toujours gentil, comme je ne savais pas comment ça se passait. Donc moi, je vais voir Servette. Je leur dis, ouais, il y a un rendez-vous avec les Young Boys et tout ça. Alors qu'en temps normal, je me suis rendu compte que les joueurs, ils font pas ça. Ils vont au rendez-vous et ils négocient leur contrat, le club, il fait rien.
moi, en fait, voilà, je me suis dit, c'est la première fois que je vis cette situation-là. Donc, et vu que j'ai envie d'être honnête avec mon patron, enfin, celui qui me paye, bah voilà, moi, je vais le voir, je lui dis. J'ai vite compris que non. S'ils ne savent pas, c'est mieux. Et donc, je vais au rendez-vous avec Young Boy, ça se passe bien. Il m'invite à visiter les installations à Berne. Servette, il me laisse aller. Et là, ils envoient un courrier officiel à Servette. Servette, il me laisse aller. Tout ça. Donc, moi, j'y vais. Je négocie mon contrat avec Young Boy, du coup, pendant ce moment-là, vu qu'ils m'ont laissé aller jusqu'à là-bas. En fait, ça voulait dire que Servette, ils étaient ouverts à ce que je parte. Moi, je pars en vacances à Majorque, tranquille. Sur le retour, je prends l'avion, j'atterris à Genève. Mon ancien agent, il me dit Servette, il bloque le transfert. Je les laisse négocier tout ça. Quand je vois qu'il bloque, il demande les 2 millions, 3 millions, etc. J'ai dit bon, là, il se fout de moi. Une semaine après, je décide, je m'entraîne plus. Il y a Young Boys qui est là. C'est un club qui joue la Coupe d'Europe. Donc en fait, là, j'avais devant moi l'objectif d'être un joueur de première division, de jouer une Coupe d'Europe, de jouer potentiellement la Ligue des Champions. En fait, j'avais tout ça devant moi et on me dit qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre en travers de ça. Oh, j'ai dit alors là, dans ma vie, ça ne se passe pas comme ça. Surtout que tu as été prévenu il y a déjà 6 mois. Si tu n'as pas trouvé d'attaquant, c'est pas mon problème, etc. Donc je décide de ne plus m'entraîner. Et je me souviens un jour, je pars au stade, au bureau du président Fischer. J'arrive et je demande à la secrétaire et tout. Je dis, président, il est là? Oui. Je passe dans le couloir. Je toque. Il est en rendez-vous. Je toque. J'ouvre la porte. Il me dit, oui, je suis en rendez-vous. J'ai dit, oui, vous êtes en rendez-vous. Avec moi là, maintenant. Il y avait un mec qui était assis là, j'aime pas ce petit. Je dis, oh, vous avez un rendez-vous avec moi là, maintenant. Et je dis, si vous n'acceptez pas le transfert à Young Boys, je ne porterai plus votre tunique, je ne porterai plus. Je ressors du bureau. Je dis, au final, eux, ils vont me payer jusqu'à la fin de l'année. Je m'en fous, tu vois. En fait, moi, j'étais prêt. Et tu sais, il avait essayé, non, l'ancien directeur sportif, Alain Struder, je crois, il avait essayé de me faire peur pour me dire, ouais, je sors déjà d'une saison compliquée, etc. Je lui ai répondu droit dans les yeux. Je lui ai dit, écoute, j'ai déjà mangé la merde. S'il faut la remanger là, t'inquiète pas. Je vais la remanger, mais cette fois-ci, je vais prendre le couteau et une fourchette quand même. Je rencontre aussi mon préparateur physique de maintenant. Donc je m'entraîne pas avec Servette, mais je m'entraîne en fait à côté, déjà. Et c'est justement Gérard Castella qui débloque mon transfert pour IB. Il va manger avec le président et il lui fait comprendre que, en gros, voilà, il n'y a pas eu de transfert à ce montant-là, etc. Tout ça. Et après, je crois le lundi d'après, je prends la route pour Berne. Finalement, il va signer à IB avec la suite qu'on connaît aussi derrière. Une saison à peine à Servette, 23 goals marqués en 31 matchs, un titre de meilleur buteur de Challenge League. C'est assez pour taper dans l'œil des Young Boys à la recherche d'un titre de champion qui leur échappe depuis plus de 30 ans. Le passage de Jean-Pierre Nsamé du bout du lac vers la capitale s'est fait au terme d'un bras de fer entre l'attaquant et le club Grenat qui considérait son buteur intransférable. Franchement, j'arrive dans un groupe où je me dis, je vais apprendre beaucoup. Et comme moi, je suis dans un processus d'apprentissage et de développement, en fait, j'arrive vraiment avec cette idée-là. Je me dis, je vais apprendre, je vais progresser, je vais aller. Mais IB, en fait, eux, ils me voient arriver, ils pensent que j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Alors que moi, dans ma tête, je suis déjà dans le step 1. Et je suis en forme parce que ça fait 3 semaines que je m'entraîne avec mon prépa physique et qui envoie les données à IB pour leur dire dans quel état physique je me trouve. Mais je me dis, tu vois, je vais apprendre d'eux. Je vais prendre tout ce qu'ils ont à me donner et je vais m'en servir pour progresser. Donc, je suis vraiment dans ce truc-là. Mais dès que j'ai la première fenêtre de tir, je vais décapiter. Je sens le match quand je joue, les premières actions, quand je touche la barre. Donc en fait, je sens que je suis là. Je sens que je suis présent, que je suis dans le moment. Et je me dis à un moment ça va venir.
balle en profondeur où je pars, je frappe du gauche entre les jambes du gardien. Donc, première fenêtre de tir, c'est là. Et puis, Guillaume, il se blesse à un moment. Dans ma tête, je dis en rigolant. Mais je dis, mon gars, t'es cuit. Et là, j'enchaîne sur les 13 titularisations que j'ai là. J'enchaîne 8 buts, je crois, sur 13 titularisations. Et je suis co-meilleur buteur du championnat à la trêve. Tour d'après, je comprends que dans un club, il y a une hiérarchie. Il va découvrir, en guillemets, l'envers du décor d'un grand club. Peu importe tes performances, il faut que tu prouves sur plusieurs saisons le fait que tu as une régularité pour vraiment gagner ta place si tu as un joueur très 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 important devant toi, ce qui était le cas pour lui avec Guillaume Hoarau. Parce que quand Guillaume y revient, j'ai été titulaire 4 fois sur le deuxième tour. Pour moi, c'était clair au début. Il y avait Guillaume Hoarau avant, et lui, il avait ce rôle de super sub, de joker ou de futur attaquant numéro 1 d'IB, dès le départ. Là où il a été malin, là où il a été fort, c'est qu'il a su attendre. Il a su attendre son moment. J'avais pas pris en compte ce truc de hiérarchie. Je l'avais pas pris en compte. Oui, je te respecte, Guillaume, etc. On s'entend super bien, etc. Mais frérot, tu me laisses 2 mètres, t'es cuit. Tu vois, tu me laisses 2 mètres, t'es mort. Et en fait, et moi, j'étais que dans cette optique-là. Et là, en fait, j'ai été rattrapé juste par ça. Et je le vis mal, et je parle avec Steve, et c'est Steve von Bergen qui me fait comprendre que tu sais, il faut que tu comprennes, dans un grand club, il y a une hiérarchie, Guillaume, il a beaucoup fait, etc., tout ça. Ça devait être dur pour lui à vivre sur le moment, forcément, parce que tu marques des buts, et puis après, on te dit de t'asseoir sur le banc, tu rentres, tu marques, mais le week-end d'après, tu recommences, tu t'assois sur le banc. Mais je pense que finalement, à terme, ça lui a permis de comprendre que rien n'est jamais acquis en foot et que tout va très vite dans les deux sens. Parce que quand ça a été aussi plus compliqué pour lui, sur certaines périodes, donc ouais, je pense que c'était une expérience qui était sûrement pas facile pour lui à vivre, mais qui était très bénéfique. Et c'est là que je commence aussi à faire du coaching mental, parce que j'avais trop de frustration et j'arrivais pas à jouer libéré, tu vois. Je l'avais contacté sur Instagram, je crois, parce que j'ai vu qu'il était dans une situation qui était un challenge. Il était très intéressé par le travail mental. C'est un joueur qui aura tout mis en place pour aller chercher le maximum de ce qu'il pouvait faire. Il a été ultra pro, il a surveillé sa nutrition, il a travaillé son mental, il a été excellent au niveau de la préparation physique. Quand il regardera en arrière, il ne pourra pas avoir de regrets. Quand j'étais à Angers, l'ancien directeur sportif Olivier Piqueux, un jour, il me croise quand j'avais 18 ans. Il a foutu un peu la merde au centre et tout. Il m'était fait virer un peu quelques jours. Et il m'a dit cette phrase qui m'a marqué, que je m'en souviens encore aujourd'hui. Il m'a dit « Moi, je crois en toi, mais je ne peux pas croire en toi plus que toi. » J'ai dit « Attends, si lui il croit en moi et que moi je crois pas en moi, ça va pas le faire. » Ça va pas le faire. Et donc, et là, je suis rentré dans une discipline qui fait qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que j'axe sur beaucoup de choses. Après, je suis très curieux. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un régime alimentaire qui est spécifique, mais je l'ai commencé à 20 ans. La première fois que je suis appelé avec les pros, et je me souviens la veille du match, les pros, ils sont en train de parler à table de nutrition. Ils sont en train de parler d'un nutritionniste, etc. Tout ça. Et moi, je suis à table, j'écoute. Et dès qu'on rentre, après le match, je demande le numéro du nutritionniste. Il vient chez moi, il fait le check, etc. Tout ça. Il me demande comment je mange et tout. Il me disait que je mangeais déjà assez bien pour quelqu'un de mon âge, mais pas encore adapté par rapport au sport que je faisais. Et il me suit pendant 3 semaines, il me donne un programme,
Et je me souviens, j'avais invité les potes que j'avais à ce moment-là chez moi. J'ai vidé tout le frigo, je leur ai donné. Je suis allé faire les courses et j'ai rempli le frigo de tout ce qu'il fallait que je mange maintenant. Et je me souviens, un pote m'a dit non mais tu vas pas le tenir. J'ai 30 ans et je fais toujours la même chose. Moi, honnêtement, j'ai toujours été très proche des joueurs de la première équipe, en 40 ans. Je n'ai jamais vu un joueur aussi professionnel que Jean-Pierre. C'est hallucinant. Il a un seul but, réussir. Ça, c'est une anecdote qui est incroyable, mais c'est vrai. Avant son arrivée, moi, j'étais toujours le premier à arriver à l'entraînement. Et puis, quand il a signé au club, j'étais plus le premier. Je suis arrivé et je faisais... En plus, il était déjà en train de transpirer. Et j'ai dit, bon, le jour d'après, je vais venir quand même 15 minutes en avance, voir. Il était déjà là, dans la salle des muscles, en train de transpirer. Et puis, le jour d'après, à une demi-heure, en fait, j'ai dit, mais en fait, il dort au stade. Parce que j'arrive déjà au stade en train de transpirer, et quand je pars, moi, je prenais la douche et tout ça, et il était encore en train de travailler soit sur le terrain, soit dans la salle des musculations. Donc, moi, c'est le joueur le plus professionnel que j'ai vu de toute ma carrière. C'est vraiment un exemple. Je pense non seulement pour la jeunesse, mais pour ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'il a tiré le groupe vers le haut par son attitude ultra professionnelle. Il a une vision qui est claire et puis ça fait qu'en fait, il est déjà sur une fréquence qui va atterrir juste des gens qui ont aussi cette vision. Donc on s'est rencontrés et puis on a très vite remarqué qu'on avait un peu les mêmes objectifs et puis qu'on pouvait aussi très bien travailler ensemble. Je voyais que c'était quelqu'un de très très ambitieux, qui a beaucoup du respect pour les gens en fait. Et puis je voyais tout de suite qu'il me voyait sur le même hauteur en fait, même s'il ne me connaissait pas. Et puis c'était quelqu'un qui avait déjà de la succès. Donc j'ai vu qu'il a déjà cette connexion. Et puis pour moi c'est quelque chose que Jean-Pierre il est très très fort dedans à mon avis. Et puis c'est rare. Même s'il a énormément de la réussite, il se voit toujours sur la même hauteur comme les autres, en fait. Même si peut-être dans le média, on le montre d'un autre côté, mais à mon avis, c'est pas vrai. Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est le joueur le plus fort mentalement que j'ai jamais connu, qui prend encore un préparateur mental. Donc c'est pour dire à quel point il veut être au top dans tous les niveaux. Donc je pense qu'il y a bien d'autres joueurs qui devraient prendre un préparateur mental parce qu'ils en ont besoin. Lui, c'est pour peaufiner les détails, parce que mentalement, il est déjà au top. Tout ce qu'il a mis en place avait déjà porté ses fruits à Servette, mais ça va lui permettre de marquer l'histoire à Young Boys. Et quand je commence à faire ce coaching mental-là, je commence à comprendre pourquoi je suis frustré, pourquoi ceci, pourquoi... Et en fait, maintenant, j'arrive à transformer tout ça en fait en positif. Et le fait d'avoir transformé tout ça en positif fait que le 28 avril, c'est moi qui marque. Je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé qu'on allait gagner. J'avais un truc à l'intérieur de moi où je me disais, c'est aujourd'hui, tu vois, c'est aujourd'hui. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est aujourd'hui. Et Young Boys se retrouve mené ici 1-0. On a des occasions, on marque pas. Après le coach il me dit va t'échauffer. Mais en fait je sens à l'intérieur de moi que si je rentre là, il va se passer quelque chose. Alors voilà les choses qui se compliqueraient singulièrement pour Young Boys si l'aventure Villia transformait ce penalty. Je sens les gars qui sont un peu dépités et tu me vois moi en train de leur dire hey, même s'ils marquent, on va marquer 2 buts. Alors que j'ai jamais fait ça dans la saison. Villia face à Wolfi, avant que Wolfi réalise un petit miracle. Ouais, c'est le cas! C'est le cas! Derrière, il y a cette occasion qui fait que Young Boys marque le but de la victoire. Il savait qu'à un moment donné, il aurait sa chance. Il savait qu'on comptait sur lui. Il savait qu'à un moment donné, il allait marquer pour gagner des titres. Il savait qu'il allait marquer pour devenir le meilleur buteur de Super League. Von Bergen, Benito, Souleymani.
peut-être une ultime accélération pour tenter quelque chose. Souleymani donne le tourner à son adversaire qui peut centrer. Et qui met la tête en revient. Et quand elle revient, j'étais sûr que j'allais marquer. Centré, la tête de Haroun, Samé, et c'est goal! Et c'est goal, 82e minute! Samé qui marque le but, qui va probablement donner le titre à Young Boys ce soir! Et Samé, un bon transfert lui aussi, hein. En fait, j'avais tellement gardé tout ça à l'intérieur de moi toute la journée, il fallait que ça sorte. En fait, ce qui est beau dans l'histoire, c'est de comprendre que c'est une saison où il mérite de jouer plus, qu'il joue peut-être pas assez ou pas autant qu'il l'aimerait, et que ce soit lui qui va marquer ce but-là. Et c'est ce but-là qui va aussi écrire l'histoire d'amour qu'il a avec les fans. Et à un moment, je me souviens quand on fête le truc, tu sais, on est sur les gradins comme ça, on regarde les supporters, et moi je regarde vers le ciel et tout, et tu sais, j'ai les yeux fermés, je me dis, ah c'est ça de gagner. Je dis, ah ouais, ça fait dur. Tu dis, ah ouais, c'est un sentiment terrible. Tu gagnes une coupe, tu gagnes un championnat, tout ça. Et quand je rentre chez moi, il y a ma famille, elle vient quelques temps après, 2-3 jours. Et il me dit, alors c'était comment et tout. Je dis, ah mais moi je veux gagner une deuxième. Je dis, c'était trop bien. Je dis, c'était trop bien. Il faut que je gagne une deuxième, une troisième, tu vois. J'adore cette photo. Parce que ça me représente bien. Tu vois, moi au milieu des gens, tout ça en fait. Il n'y a pas de différence. C'est